Chapitre 1. La surprise de la Rose Hill Garden Society. C'était le genre de matinée lumineuse de mai qui incitait même le jardinier le plus réticent à sortir son sécateur. Dans le village de Rose Hill, un joli décor de maisons recouvertes de lierre, de haies taillées et de ragots aussi vivaces que la glycine. Le thé annuel de la Rose Hill Garden Society était le point culminant du calendrier social. Les pelouses du vieux vicarage, une élégante demeure géorgienne aux colonnes cannelées et à la terrasse baignée de soleil, s'étaient transformées en une explosion de couleurs. Les tables étaient drapées de nappes blanches, les sandwichs aux concombres étaient empilés avec une précision militaire, et les pichets de sirop de sureau brillaient sous le soleil tels des vitraux. Miss Jane Marple, une femme élancée aux cheveux argentés, vêtue de gris tourterelle, affichait sa douceur habituelle près de la bordure herbacée, ses mains gantées reposant délicatement sur son sac à main. Elle n'était pas une résidente de Rose Hill, mais l'invitée de Madame Beryl Hartington, son ancienne camarade de classe et présidente de la Garden Society. Miss Marple s'était laissée convaincre de venir changer d'air et avait accepté avec une grâce tranquille, ses yeux bleus toujours attentifs. « Jane, ma chère, » dit Beryl en s'empressant d'apporter une assiette de biscuits Victoria. « J'espère que tu t'amuses bien. Ce n'est pas tout à fait St. Mary Mead, je sais, mais on fait de notre mieux. C'est tout à fait charmant, » répondit chaleureusement Miss Marple en observant une jeune femme au foulard écarlate qui traversait la pelouse d'un pas pressé et l'air distrait. « Et vos roses sont vraiment spectaculaires cette année. » Beryl rayonnait. « Oh, je dois vous présenter notre jardinier en chef, Monsieur Félix Hargreaves, un génie des rosiers grimpants, quoiqu'un peu, comment dire, atypique. » À cet instant précis, la femme du pasteur poussa un cri aigu et soudain près des rhododendrons. Une petite foule se retourna comme par enchantement, les tasses de thé s'arrêtant en l'air. Un silence étrange régnait, comme si le jardin lui-même retenait son souffle. « C'est Marjorie !» s'exclama quelqu'un. Elle s'est évanouie. Mais Marjorie Carstairs ne s'était pas évanouie. Tandis que Miss Marple se levait et s'avançait avec une efficacité silencieuse vers le tumulte, elle vit aussitôt que la jeune femme était bel et bien morte. Elle était recroquevillée sur l'herbe, maladroitement, une main gantée serrant encore un biscuit. Son visage avait une expression étrangement sereine, à l'exception de ses yeux, grands ouverts et fixés sur le ciel bleu éclatant. Autour de son cou, un foulard rouge vif, brodé de délicats fils écarlates qui se tordaient en d'étranges motifs, presque floraux. « C'est l'écharpe de Ginny Witherby, » murmura quelqu'un. « Je la lui ai offerte pour son anniversaire. »« Alors pourquoi ?» dit une autre voix, plus basse, plus méfiante. Marjorie le portait-elle? L'inspecteur Colin Rudge arriva dans l'heure, les chaussures encore sales après un déjeuner inachevé, interrompu au commissariat. C'était un homme blond et soigné, la quarantaine, avec un visage qui s'efforçait d'avoir l'air sûr de lui. Il prit les dépositions avec empressement et délimita la pelouse ouest du jardin. Miss Marple, de nouveau assise avec sa tasse de thé, gardait un visage poliment impassible. Mais son esprit était loin d'être immobile. Il y avait quelque chose d'étrangement théâtral dans la façon dont l'écharpe avait été nouée, contrairement à la coutume féminine de nouer pour se protéger du froid ou pour se mettre en valeur. Non, elle avait été enroulée une fois, 2 fois, et rentrée avec un soin délibéré. Comme si, pensa-t-elle, quelqu'un avait voulu la voir. « Je dois dire, » murmura Beryl en retournant auprès de Miss Marple et en se tamponnant les tempes avec un mouchoir, « que je n'aurais jamais imaginé qu'une chose pareille puisse arriver à l'une de nos réceptions. Pauvre Marjorie, et si jeune. »« C'était la secrétaire du vicaire, n'est-ce pas ?» demanda doucement Miss Marple. « Oh oui, terriblement efficace. Un peu trop, à mon avis. Il connaissait les affaires de tout le monde. Et terriblement proche du vicaire, disaient certains. Aussi proche, mais bien sûr tout cela n'était que des bêtises villageoises. » Miss Marple hocha la tête.
D'après son expérience, les bêtises villageoises étaient rarement entièrement absurdités. De l'autre côté de la pelouse, Ginny Witherby, une grande femme brune d'une vingtaine d'années, était assise, raide comme une flèche, sur un banc, le visage pâle. Elle serrait un sac à main sur ses genoux, son foulard rouge manquant visiblement. « Elle l'a peut-être prêté à Marjorie ?» demanda Beryl d'un ton vague. Elles étaient amies, en quelque sorte. Même si j'ai toujours pensé que Ginny était un peu... oh, comment dire... volatile. Les yeux de Miss Marple pétillèrent légèrement. C'est curieux de voir combien d'amitiés dans les villages sont décrites comme « d'une certaine sorte ». Ce n'est pas vraiment une amitié, admit Beryl en soupirant. Plus tard dans la soirée, une fois les invités partis et les scones emballés dans des serviettes pour les dames du Wisconsin, Miss Marple se promena dans la rue principale de Rose Hill. C'était un paysage de cartes postales. Des maisons en briques avec des rideaux de dentelle, une boucherie avec des saucisses en vitrine et un bureau de poste avec une boîte aux lettres rouges légèrement penchée. Mais sous ce charme, elle sentait le pouls des commérages s'accélérer. Les fenêtres étaient ouvertes, les radios baissées, les conversations murmuraient par-dessus les clôtures du jardin. Quelqu'un, quelque part, en savait déjà plus que ceux qu'ils avaient dit. Et quelqu'un, soupçonnait Miss Marple, avait choisi cette écharpe très délibérément, ni par caprice, ni par accident, mais comme une signature. Elle resta un instant devant le monument aux morts, sur la place du village, et leva les yeux vers le clocher de l'église, qui se dressait brusquement dans le ciel du soir. Une cloche sonna 6 heures. Demain, elle rendrait visite au vicaire, non pas pour lui demander directement quoi que ce soit, bien sûr, mais pour observer. La vérité, avait-elle appris depuis longtemps, se cache rarement dans les voix fortes. Elle se cache dans les silences entre eux. Et quelque part entre l'écharpe manquante de Ginny, l'expression curieuse de Marjorie et les façades soigneusement taillées de la société de jardinage, la vérité avait déjà commencé à s'effilocher, tout comme un fil, un écarlate. Chapitre 2. Un vicaire, une visite et un regard très étrange. Le lendemain du tragique rassemblement de la société de jardinage, une sérénité inattendue se leva. Une légère brume planait sur les toits de Rose Hill, tel un soupir hésitant à se dissiper. La rosée s'accrochait aux haies et aux pétales de rose, et les cheminées commencèrent à s'envoler d'une douce fumée, tandis que les feux du petit déjeuner crépitaient. Mais la paix, Miss Marple le savait bien, n'était souvent qu'illusion. Les journaux n'avaient pas encore eu vent du meurtre, car il était désormais clairement décrit comme tel, et les seuls murmures provenaient à voix basse des commerçants, derrière des rideaux en filets flottants, et à l'extérieur de la boulangerie Rose Hill, où les femmes s'attardaient bien plus longtemps que nécessaire sur leur petit pain du matin. Miss Marple, vêtue d'un doux manteau lavande et coiffée d'un modeste chapeau gris orné de 2 discrètes violettes, se dirigea vers le presbytère Saint-Cuthbert. Elle marchait lentement, comme il sied à une dame de son âge, mais son esprit était animé d'observations attentives. L'écharpe, celle de Ginny sans aucun doute, avait été nouée autour du cou de Marjorie Carster d'une manière qui, si elle n'était pas destinée à l'étrangler, n'offrait certainement aucun réconfort. Pourtant, il n'y avait aucune trace visible d'ecchymose, avait affirmé l'inspecteur Rudge, ni trace de poison ni de blessure violente non plus. Et cela, bien sûr, rendait la situation d'autant plus inquiétante. Étouffée, peut-être, avait réfléchi Miss Marple en silence, ou droguée. Lorsqu'elle arriva au presbytère, un bâtiment en pierre soigné avec du chèvrefeuille accroché à l'arche, elle ne fut pas accueillie par le révérend Julian Somerton lui-même, mais par une petite femme simplement vêtue, aux yeux doux et au sourire aux lèvres serrées. « Madame Somerton, » dit aussitôt Miss Marple d'un ton chaleureux, « c'est très gentil de votre part de me recevoir en un tel moment. »« Je préparais justement du thé, » répondit doucement la femme du pasteur. « Entrez, mademoiselle Marple, nous étions assez secoués hier. C'est tellement irréel. »
À l'intérieur, le presbytère dégageait le charme modeste qu'admirait Miss Marple. Des étagères de hauteur inégale, des tapis persans usés, et une odeur caractéristique de cire à la lavande et de papier ecclésiastique. Elle était assise dans un fauteuil à haut dossier, tandis que Madame Somerton versait le thé dans des tasses en porcelaine, les mains légèrement tremblantes. « Mon mari est dans le bureau, » dit-elle. « Il écrit son sermon. Il trouve que ça le calme. »« Et vous, Madame Somerton ?» demanda doucement Miss Marple. « Vous vous en sortez ?» La femme esquissa un mince sourire. « Je suppose que je dois le faire. Je ne vois pas qui pourrait faire une chose pareille à la pauvre Marjorie. Elle était... Enfin, elle pouvait être difficile, mais pas détestée. » « Difficile de quelle manière ?» Madame Somerton hésita. « Efficace. Vive. Elle en savait plus que moi sur les affaires paroissiales, et parfois, je l'avoue, elle pouvait nous faire sentir un peu dépassés. Mais elle était dévouée, surtout envers mon mari. » « C'était bien cela, » dit sans malice, mais teinté d'une légère amertume. Miss Marple émit un léger fredonnement, ni acquiescement, ni désaccord. « Et vous ne l'avez pas trouvée trop familière avec le vicaire ?» demanda-t-elle, toujours douce. Madame Somerton posa sa tasse un peu trop fermement. « Les gens bavardent, Miss Marple, et ils le feront toujours. Julian est un homme gentil, il écoute tout le monde. C'est dans sa nature. Mais je ne suis pas aveugle. » À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit en grinçant, et le révérend Julian Somerton entra, grand, mince et plus jeune que Miss Marple ne l'avait imaginé, peut-être au début de la quarantaine, avec des cheveux prématurément argentés et un visage long et intelligent. « Mademoiselle Marple ?» dit-il avec une chaleur sincère en lui tendant la main. « Je suppose que vous venez par gentillesse. »« Quelle horreur !»« Je ne voulais pas déranger, » dit Miss Marple en se levant. « Mais d'après mon expérience, les premières heures qui suivent une tragédie sont souvent celles où règne la plus grande confusion. »« Tu as tout à fait raison, » dit-il en s'enfonçant dans un fauteuil en face de moi. Marjorie était une fille remarquable et une amie. Il y eut un silence. Madame Somerton s'occupait d'une pince à sucre, même si ses mains tremblaient légèrement. « Je la connais depuis qu'elle a 16 ans, » poursuivit le vicaire. « Elle est venue de la ville. Sa mère était décédée. Son père, eh bien, il n'a jamais été là. Je lui ai offert du travail et de la stabilité. Elle m'a remercié par une loyauté sans faille. »« Et peut-être un peu de jalousie de la part des autres, » suggéra Miss Marple. « Je ne sais pas, » répondit le vicaire d'un ton un peu évasif. « Rose Hill n'est pas exempte de mesquinerie. Vous l'aurez remarqué. » Miss Marple inclina la tête. « C'est toujours le cas. »« Et de quoi parle-t-on au village ce matin, si je puis me permettre ?» demanda-t-il avec un léger sourire ironique. « Eh bien, » répondit doucement Miss Marple, « il y a un consensus général. Ginny Witherby est soit à plaindre, soit à surveiller de près. Certains sont pour les deux. » Le visage du vicaire s'assombrit. « Ginny est perturbée, mais ce n'est pas une tueuse. » Miss Marple pencha la tête. « Vous semblez très sûr de vous. Elle a beaucoup perdu dans la vie. Sa mère est morte jeune, son père s'est remarié quelques mois plus tard, et Ginny, la pauvre, n'a jamais trouvé sa place. Elle et Marjorie étaient hautes proches autrefois, mais je soupçonne que leur amitié s'est refroidie, comme c'est souvent le cas dans les amitiés, » dit Miss Marple à voix basse. Elle prit congé peu après, remerciant chaleureusement. Tandis qu'elle empruntait le chemin du presbytère, l'odeur du thym écrasé sous ses pieds la suivit jusqu'au portail. Ses pensées devenaient denses. Il y avait quelque chose de non dit dans l'air de cette maison. Pas de tension précisément, mais de la retenue. La tristesse silencieuse de Madame Somerton avait l'air d'une acceptation de longue date. Et le calme du vicaire, était-ce vraiment du chagrin ou quelque chose de plus rodé? De retour sur la place du village, Miss Marple passa devant le bureau de poste juste au moment où la porte s'ouvrit et qu'une silhouette familière émergea, la jeune Ginny Witherby elle-même. La jeune fille s'arrêta net à sa vue et se raidit visiblement. Ses yeux étaient cerclés de rouge, mais il y avait dans son expression quelque chose qui dépassait le chagrin. La défiance, peut-être.
ou la peur. « Miss Marple, dit-elle d'un ton neutre. « Mademoiselle Weatherby, répondit doucement la vieille dame, je me demandais si vous pourriez m'accompagner. Seulement jusqu'à la boulangerie. J'ai envie d'un petit pain au raisin. » Ginny hésita puis hocha la tête. Elles marchèrent ensemble le long du chemin pavé, le silence entre elles étant gênant, mais pas encore insupportable. « Tu dois savoir, » dit soudain Ginny. « Ce n'est pas moi qui lui ai donné cette écharpe. Elle l'a prise. »« Vraiment ? » ?»« Oui, elle l'a pris dans mon sac après la dernière répétition de la chorale. J'ai vu qu'il avait disparu. Je le savais. »« L'as-tu confronté ?» Ginny regarda droit devant elle. « À quoi bon ?» Elle prenait tout le temps. Pas de grande chose, juste assez pour te rappeler qu'elle en était capable. Miss Marple s'arrêta près d'un rosier. C'est une habitude assez particulière, vous ne trouvez pas ? Ginny la regarda d'un air sévère. Elle aimait contrôler les gens. Elle aimait connaître les secrets. Ça lui procurait un frisson. Est-ce qu'elle connaissait l'un des vôtres ? Il y eut un long silence. Oui, dit enfin Ginny. Trop. Alors que la jeune fille s'éloignait sans un mot, Miss Marple se retrouva avec plus que son chignon. Elle avait une idée, non pas du crime lui-même, mais des strates qui le cachaient. Miss Marple n'était pas choquée par la nature humaine, mais elle était toujours profondément curieuse de ses implications. Des fils écarlates, en effet. Ils n'appartenaient pas seulement au foulard. Ils ont uni les gens, par la culpabilité, par les secrets, par l'amour et parfois par la mort. Chapitre 3. Le murmure sous le saule. Au 3e jour, le village de Rose Hill n'était plus seulement sous le choc. Il était devenu plus dangereux. Il était devenu spéculatif. La peur initiale apaisée par la routine, les habitants s'étaient mis à chuchoter derrière les tasses de thé et les comptoirs des boutiques. Les opinions se forgeaient avec une certitude que seules les rumeurs peuvent engendrer. L'écharpe, le décor et même le gâteau servi au thé de la Garden Society étaient devenus des sujets de débat passionnés, quoique feutrés. Au cœur du tourbillon, comme toujours, il y avait quelque chose de silencieux et d'inaperçu. Miss Marple était assise sous le saule pleureur, près de l'étang de Madame Hartington. Elle ne lisait ni ne tricotait, mais réfléchissait. Son expression était sereine, sa petite silhouette immobile, mais son esprit travaillait avec constance, tirant doucement sur les fils qui commençaient à se défaire. L'écharpe, une écharpe en soie rouge brodée d'écarlate, n'était pas un accessoire ordinaire. Elle avait déjà vu les coutures, mais elle ne savait pas où. Elle était trop fine pour une boutique ordinaire, et son motif était trop original pour une tenue décontractée, ni florale, ni géométrique. Elle avait l'œil pour ce genre de choses, et cela la troublait de ne pas se souvenir d'où elle venait. Beryl Hartington s'approcha de son pas énergique habituel, portant 2 tasses de thé sur un plateau. « J'ai pensé que vous aimeriez vous asseoir au bord de l'eau, » dit-elle en posant le plateau sur la petite table en fer. « Très attentionné, » dit Miss Marple en souriant. « Les oiseaux d'ici sont très agréables à côtoyer. » Beryl s'assit avec un soupir et un mouvement brusque de son foulard en soie. « Bleu pâle, pas rouge, » remarqua Miss Marple. « Vous savez, c'est incroyable le nombre de personnes qui m'ont posé des questions sur ce foulard. Celui que portait Marjorie, comme si j'étais la mercière du village. C'était vraiment accrocheur, » dit Miss Marple d'un ton léger. « Mais je soupçonne que c'était accrocheur à plus d'un titre. Ça a certainement attiré l'attention de l'inspecteur. » Beryl leva les yeux au ciel. « Inspecteur Rudge. Je suppose qu'il est bien intentionné, mais honnêtement, Jane, cet homme ne saurait pas distinguer une pâquerette d'une jonquille. Il a arrêté la pauvre Ginny Weatherby, tu le savais ?» Miss Marple leva les yeux, calme. « Arrêté ? Pour quel motif ? » « Ils appelaient ça de l'obstruction, ou du vol, je crois. Apparemment, elle a refusé de donner des nouvelles après le thé, et a vécu une scène plutôt fâcheuse au commissariat. Elle a refusé de rendre son sac à main. « Vraiment ?» murmura Miss Marple. « C'est scandaleux. C'est une fille difficile, certes, mais l'a traitée comme une vulgaire criminelle. Et sitôt après avoir perdu son amie.
Miss Marple pencha la tête. « Ami est un mot compliqué. » Beryl la fixa du regard. « Jane, tu ne penses pas qu'elle l'a fait ?»« Je pense, » dit prudemment Miss Marple, « que la nature humaine est rarement ordonnée. Les pires crimes, ma chère Beryl, commencent souvent très discrètement. » Ils sirotèrent un verre en silence un instant. L'eau scintillait, agitée par une légère brise. Puis Miss Marple demanda « Dites-moi, connaissez-vous une femme appelée Madame Drusilla Pike ?» Beryl cligna des yeux. « Magnifique, oui. Elle dirigeait le cercle de broderie avant sa dissolution. Elle vit dans cette étrange maison près des bois, celle aux volets verts. Pourquoi ? Je me souviens de quelque chose. Cette écharpe. Je crois avoir vu un jour une broderie du même motif dans une foire paroissiale. Une broderie assez inhabituelle, presque symbolique. Tu penses que c'est Drusilla qui a fabriqué l'écharpe ? Je pense qu'elle pourrait le reconnaître. Et si c'est le cas, cela pourrait nous renseigner sur qui l'a donné à qui. » Beryl fit claquer sa langue. « Tu remarques toujours les choses les plus extraordinaires. J'aurais dû t'inviter à rester un mois. » Miss Marple sourit. « Voyons si je suis toujours invité après avoir parlé à Drusilla. » Le cottage aux volets verts était exactement comme Miss Marple s'en souvenait. Des murets de pierre, un petit jardin devant la maison envahi de lavandes sauvages et de myosotis, et une certaine excentricité obstinée. La clochette résonnait comme le collier d'une chèvre. Après une longue pause, la porte s'ouvrit pour révéler une femme grande et maigre avec des doigts d'artiste et un nid de pie de cheveux grisonnants empilés sur sa tête. « Mademoiselle Marple, » dit-elle sans broncher, « je ne vous ai pas vue depuis des années. Entrez. Attention au chat. » L'intérieur était poussiéreux, jonché de papier, et dégageait une légère odeur de clous de girofle et de térébenthine. Miss Marple fut introduite dans une pièce remplie de tissus, de boîtes à fil et d'une tapisserie inachevée drapée sur un cadre en bois. « J'imagine, » dit Drusilla, « que vous êtes ici pour le meurtre. Tout le monde vient avec des questions maintenant. »« Je n'en ai qu'un, » dit doucement Miss Marple. « Reconnaissez-vous ce motif ?» Elle glissa un petit morceau de papier sur la table. Non pas une photo, mais un croquis à la main de l'écharpe brodée, dont le motif était encore frais dans sa mémoire. Miss Marple l'avait copié elle-même ce matin-là. Drusilla le fixa pendant un long moment. « C'est moi qui l'ai fait, » dit-elle enfin. « Enfin, je l'ai dessiné. » Il y a des années. Pour les costumes de la Reine de Mai. Cette vigne tourbillonnante était censée représenter la fidélité. Peu de gens l'ont adoptée. Un peu trop païen, je suppose. Avez-vous vendu le design ? Non. Mais j'en ai donné des exemplaires à 4 jeunes filles. Elles étaient élèves couturières, toutes très dévouées à leur manière. Voyons voir. Jeannie Witherby, Marjorie Carstairs, Eleanor Price et Lucy Mallard. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Lucy Mallard ? Elle a déménagé à Bournemouth, n'est-ce pas ? Demanda Drusilla. Elle a épousé un marin. Ce nom était inconnu à Miss Marple, mais les 3 autres, c'était trop beau pour être une coïncidence. Tous les 3 sont restés à Rose Hill ? Demanda-t-elle. Oh oui, jusqu'à récemment du moins. Marjorie, bien sûr, on le savait. Ginny, tu sais. Et Eleanor Price, elle est bibliothécaire maintenant. Elle vit avec sa mère âgée. Miss Marple la remercia et partit avec un hochement de tête. La brise s'était levée, et tandis qu'elle redescendait le sentier, elle laissa les faits s'éclaircir d'eux-mêmes. 3 filles, un motif, un foulard symbolisant la fidélité, et maintenant, l'une d'entre elles était morte, portant ce même symbole autour du cou, comme pour s'en moquer. Miss Marple ne tarda pas à retrouver Eleanor Price. La bibliothèque, une ancienne chapelle reconvertie près de l'école, était encore ouverte, et Eleanor, une femme petite et précise, portant d'épaisses lunettes et des voyelles coupées, était assise à l'accueil, entourée de piles de livres bien ordonnés. « Je cherche des informations sur les modèles de broderie, » dit Miss Marple d'un ton doux. « De la broderie ?» Eleanor cligna des yeux. « Nous avons quelques livres de loisirs créatifs, mais ils sont pour la plupart assez anciens.
Pas les livres, mademoiselle Price. Je parle du modèle que vous avez reçu de madame Drusilla Pike. La femme se raidit. Oh, ça. J'ai bien peur d'avoir arrêté de coudre depuis longtemps. Mais j'imagine que tu te souviens du symbole? Bien sûr, répondit Éléonore presque trop vite. La fidélité, n'est-ce pas? Même si Marjorie disait toujours que ça ressemblait à un nœud coulant. Il y eut un moment de silence. Elle disait ça souvent? Seulement quand elle était de mauvaise humeur, murmura Éléonore. Elle avait des sautes d'humeur, tu sais. Elle se croyait plus intelligente que tout le monde. J'ai entendu ce sentiment se faire entendre. Éléonore jouait avec le coin d'un livre. Elle aimait menacer les gens. Pas sérieusement, bien sûr, juste des petites choses, des rappels, des secrets. Elle savait que j'avais emprunté un livre que je n'aurais pas dû une seule fois. Elle ne me laissait jamais oublier. Miss Marple se leva. « Merci, Miss Price. Vous m'avez été d'une grande aide. » En quittant la bibliothèque, le ciel commençait à s'assombrir à l'approche d'une averse, de celles qui arrivent sans prévenir et laissent l'air vif et changeant. Miss Marple marchait lentement et régulièrement, mais son esprit tournait à toute vitesse. Ce n'était pas seulement un meurtre, c'était un règlement de compte, et l'écharpe, rouge, délicate et enroulée comme une vigne, n'était pas seulement un indice, c'était un message, un signal, peut-être même un avertissement, échangé entre des filles qui avaient tissé leur confiance dans un cercle discret, pour finalement s'effilocher avec le temps. Et maintenant, l'un d'eux avait utilisé ce même fil pour tuer. Chapitre 4. Conversation à huis clos. La pluie est arrivée au crépuscule. Non pas une légère bruine printanière, mais un rideau gris qui a balayé Rose Hill avec une autorité soudaine, transformant les allées des jardins en ruisseaux et les devantures des magasins en miroirs d'or et d'ardoises floues. C'était le genre de pluie qui gardait les gens à l'intérieur, et la lumière des lampes scintillait aux fenêtres. Miss Marple était assise près de l'âtre du salon de Madame Hartington, son tricot posé sur ses genoux, intact. Ses doigts, bien que capables, étaient immobiles. Elle fixait le feu comme on le ferait devant une horloge, observant, attendant, mesurant. Les conversations de la journée n'avaient pas seulement éveillé ses soupçons, elle les avait consolidés et transformés en quelque chose qui nécessitait un arrangement. Telles les pièces d'un échiquier, les noms dans son esprit formaient une structure. Marjorie Carster, Ginny Witherby, Eleanor Price et quelqu'un d'autre. « Beryl », dit-elle doucement en levant les yeux alors que Madame Hartington entrait avec un plateau de thé. « Sais-tu par hasard si Lucy Mallard, autrefois de ce village, est revenue nous rendre visite ces derniers mois ?» Beryl fronça les sourcils. « Lucy Mallard. Oh oui, celle qui a épousé ce type de la Royal Navy. Elle vivait à Bournemouth. » Miss Marple hocha la tête. C'était l'une des élèves de broderie de Drusilla Pike. « Eh bien, dit Beryl en s'installant dans le fauteuil d'en face, j'ai vu quelqu'un qui lui ressemblait à la fête des moissonneurs l'année dernière. Très brièvement. Elle n'est pas restée pour le thé après. Je me souviens avoir trouvé qu'elle avait l'air différente. Plus maigre, fatiguée. Elle n'a parlé à personne, vraiment. Est-ce qu'elle a parlé à Marjorie? Je ne saurais dire. Marjorie était toujours en train de voltiger, de gérer les choses. Mais Lucy restait sur le banc du fond, près de l'allée. Elle est partie avant la fin du sermon, en fait. C'était assez étrange. Miss Marple sirota son thé. Parfois, les gens reviennent non pas pour la communauté, mais pour la confrontation. Beryl leva les yeux. « Tu crois que Lucy est impliquée ?»« Je ne sais pas encore, » dit Miss Marple pensivement, « mais je pense que le passé existe. Ses filles, Ginny, Marjorie, Eleanor et Lucy, étaient toutes liées à quelque chose. Quelque chose d'ancien, peut-être oublié par d'autres, mais pas par elle. Et je crois que ce foulard n'était pas seulement symbolique. C'était un message de l'une d'elles, ou une punition. » Beryl resta silencieuse un moment, puis d'une voix plus douce. « On dit que Marjorie a un jour fait renvoyer Lucy de son poste au secrétariat paroissial. Il s'agissait d'une enveloppe de quête manquante. » Miss Marple cligna des yeux. «
C'est curieux. Ça n'a jamais été mentionné dans les bulletins du village. L'affaire a été étouffée, a raconté Beryl. Le vicaire ne voulait pas de scandale. Mais Lucie est partie en larmes. Son fiancé, M. Mallard, a menacé de dénoncer l'affaire à l'évêque. Mais le mariage a eu lieu et ils ont disparu sur la côte. Et Marjorie ? Demanda Miss Marple. Elle est restée. Elle est toujours restée, n'est-ce pas ? Comme une mauvaise herbe dans une bonne terre, marmonna Beryl. Miss Marple ne souriait pas. Le lendemain matin, les nuages d'orage s'étaient dissipés, laissant derrière eux des flaques d'eau luisantes comme du mercure et un air empreint de mousse et de pluie. Miss Marple se rendit d'un pas vif et serein au commissariat de Rose Hill, un bâtiment trapu en briques rouges qui ressemblait plus à une école qu'à un lieu de justice. L'inspecteur Rudge, assis derrière un bureau encombré, leva les yeux avec une légère méfiance lorsqu'elle entra. « Mademoiselle Marple, dit-il en posant son thé, vous venez me dire que j'ai arrêté la mauvaise fille, n'est-ce pas ? Je n'oserais même pas vous confier vos affaires, inspecteur, dit Miss Marple en souriant. Mais j'ai une question. Seulement un ? Pour l'instant, dit-elle. Mademoiselle Witherby a-t-elle avoué quelque chose ? Rudge se renversa en arrière. Elle a très peu parlé. Elle refuse de consulter un avocat, ne parle pas sans y être invitée, et franchement, on dirait qu'elle n'a pas dormi depuis des jours. Son arrestation visait surtout à la protéger, à mon avis. Elle était fragile, fêlée aux quatre coins, si vous me comprenez. Miss Marple l'a fait. Quelqu'un est venu lui rendre visite ? Une seule personne, Eleanor Price, la bibliothécaire. Elle lui a apporté un manteau et un livre. Elle n'est pas restée longtemps. Miss Marple pencha la tête. Et personne de l'extérieur du village ? Rudge hésita. Une femme est venue demander son chemin le lendemain du décès. Grande, rousse, peut-être la quarantaine ? Elle a dit qu'elle cherchait un vieil ami. Elle n'a pas donné de nom. L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais un petit morceau de son puzzle mental se mit en place. « Puis-je parler à mademoiselle Witherby ?» Rudge fronça les sourcils. « Je ne suis pas censé... Ce ne sera pas officiel, a-t-elle dit. Je suis simplement... inquiète. » Après un instant d'hésitation, l'inspecteur acquiesça. 5 minutes. Je reste à portée de voix. La cellule de détention était une pièce nue aux murs blanchis à la chaux, avec un banc en bois et une petite fenêtre barrée comme par hasard. Ginny Witherby était assise, le dos contre le mur, les genoux repliés, son cou sans foulard exposé comme celui d'une statue. Elle leva les yeux lorsque Miss Marple entra, et quelque chose dans ses yeux, pas de la peur, mais de la fatigue, frappa profondément la femme plus âgée. « Tu es venue me demander qui l'a tué, dit Ginny d'un ton neutre. « Non, dit Miss Marple, je suis venue vous demander ce que vous ne dites pas. » Ginny esquissa un sourire morne. « C'est pareil, non ?» Miss Marple approcha une chaise et s'assit. « Vous refusez de parler à la police, car vous croyez protéger quelqu'un. Mais la vérité, ma chère, c'est comme de l'encre renversée. Elle s'infiltre à travers le tissu avec lequel vous tentez de la recouvrir. » Ginny détourna le regard. « Tu étais l'une des 4, poursuivit Miss Marple. Des filles liées par des fils et le silence. Vous partagiez quelque chose, un modèle et une blessure. » Ginny déglutit difficilement. « Est-ce que Marjorie l'a utilisé contre toi ?» demanda Miss Marple. « Elle a tout utilisé, » dit Ginny avec amertume. « Elle gardait nos secrets comme des trophées. » Elle savait que la mère d'Elénor était malade, comment Elénor avait volé un fonds paroissial pour payer ses médicaments. Elle savait que Lucie avait falsifié une recommandation pour obtenir un poste à l'école. Et moi ? Elle leva les yeux, le regard irrité. Elle savait que j'avais déjà tenté de mettre fin à mes jours. Et elle m'a dit que si jamais je la contrariais, elle s'assurerait que tout le monde le sache. Le village, le curé, les vieux amis de mon père. Elle disait que les gens comme moi ne méritaient pas la gentillesse. Miss Marple resta assise, immobile. Alors tu la détestais. Je détestais ce qu'elle pouvait faire, mais je ne l'ai pas tuée, je le jure. Je vous crois, dit doucement Miss Marple.
mais quelqu'un a pensé qu'il fallait la faire taire. Ginny cligna des yeux. « Tu crois que c'était l'un des nôtres ?»« Je crois que tout a commencé avec vous quatre, et je pense que ça pourrait finir comme ça. » De retour chez Madame Hartington, Mademoiselle Marple trouva une enveloppe, sans timbre, juste son nom, écrit en biais. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, avec une seule ligne. « Certains fils sont plus tranchants que d'autres. Retrouve-moi près du vieil orme à minuit. » Aucune signature. Miss Marple plia soigneusement la note, la remit dans l'enveloppe et la glissa dans son journal. Elle regarda par la fenêtre le crépuscule rampant. Il était temps de se préparer. Le passé ne murmurait plus. On criait derrière des portes closes. Chapitre 5. Minuit sous l'orme. Le vieil orme se dressait à l'extrémité de Rose Hill, juste au-delà de la voie ferrée désaffectée, où les fleurs sauvages envahissaient désormais les voies et où les hiboux ululaient doucement entre les arbres. Autrefois lieu de rendez-vous du village pour les couples en quête d'amour et les pique-niques secrets, il était tombé en désuétude ces dernières années. Son écorce était marquée d'initiales depuis longtemps oubliées, ses grandes branches noueuses comme les bras d'un vieil homme tendus vers la nuit. À minuit moins 5 précisément, Miss Marple franchit la brèche dans la haie qui menait au sentier derrière l'école. Elle portait son manteau de laine gris, boutonné jusqu'au cou, et tenait à la main une petite torche dont le pâle faisceau vacillait le long du chemin boueux. Son pas était assuré, ses sens en éveil. Le mot indiquait minuit. Miss Marple, comme toujours, était convaincue qu'il fallait arriver tôt. Le village dormait. Aucune fenêtre ne brillait, aucune voix n'appelait. Même les chiens, connus pour aboyer au moindre renard ou à la moindre rafale de vent, restaient silencieux. Ce silence pesait lourd, comme si Rose Hill elle-même retenait son souffle. Elle atteignit l'orme et attendit sous ses branches tendues. Ses mains gantées reposaient sur son sac à main. Elle ne bougea pas. À midi précis, des pas retentirent, ni précipités, ni hésitants, mais mesurés. Une silhouette émergea de la brume, grande et vêtue d'un macintosh sombre, le chapeau enfoncé. Miss Marple ne broncha pas. La silhouette s'arrêta à quelques mètres et expira. « Tu es venu. »« Comme demandé, » dit Miss Marple, même si les lettres anonymes dans ce village sont rarement un bon signe. La femme, pour l'instant Miss Marple la voyait clairement, baissa sa capuche. Ses cheveux cuivrés brillaient sous le clair de lune. Un menton pointu, une peau burinée et des yeux verts, plus âgés, plus minces, mais reconnaissables entre mille. « Lucy Mallard, » dit doucement Miss Marple. Lucy hocha la tête. « Je n'étais pas sûre que tu te souviendrais de moi, » dit-elle. « Tu avais souvent des ennuis pour avoir mâchouillé le bout de tes crayons pendant les réunions du Harvest Bazaar. Et un jour, tu as cousu un oiseau bleu à l'envers sur un torchon. » Un sourire fugitif. « Ça me ressemble. »« Pourquoi es-tu ici, Lucy ?»« Je suis revenue pour obtenir des réponses, » a-t-elle dit. « Et peut-être pour obtenir justice. » Miss Marple pencha la tête. « Justice pourquoi ?» Lucy jeta un coup d'œil par-dessus son épaule comme si elle s'attendait à être suivie. Puis elle s'avança. « Tu sais que Marjorie a ruiné ma vie. » Miss Marple ne dit rien. « Elle m'a accusé de vol. Elle a prétendu que j'avais pris une enveloppe de quête. Ce n'était pas le cas. Elle l'a mise dans mon sac et a dit au pasteur qu'elle m'avait vu avec. Pourquoi ferait-elle une chose pareille ? Parce que je lui ai dit que je l'avais vue à la sacristie avec M. Somerton, se comportant d'une manière qu'aucune secrétaire ne devrait faire avec un homme marié. » Les sourcils de Miss Marple se soulevèrent légèrement. « Je n'allais pas la dénoncer, » poursuivit Lucy. « Je l'ai juste prévenue que les gens parlent. Elle m'a souri, ce sourire qu'elle avait, vous savez, et m'a dit « Alors donnons-leur un sujet de conversation. » Le lendemain, l'enveloppe avait disparu. Et puis, comme par hasard, on l'a retrouvée parmi mes affaires. On m'a renvoyé discrètement pour préserver la dignité de la paroisse. Mes parents étaient humiliés. J'ai quitté Rose Hill et je ne suis jamais revenu.
Jusqu'à maintenant. Lucy hocha la tête. J'ai entendu dire qu'elle avait gravi les échelons de tous les comités et fait chanter la moitié du village. Je suis revenu l'automne dernier. Je n'y suis resté que quelques heures. Mais j'ai vu quelque chose. J'ai vu l'écharpe. Miss Marple la regardait. Elle la portait à la fête des moissonneurs. C'était mon écharpe, Miss Marple. C'est moi qui l'ai faite, pas Ginny. Mes initiales étaient brodées dans l'ourlet, cachées dans la broderie. Je l'ai faite pour notre petit cercle. Moi, Ginny, Eleanor et Marjorie. On était toutes censées broder le même patron. Mais Marjorie a pris la mienne. Elle a dit que je ne méritais plus de la porter. Miss Marple murmura « Alors, quand elle est morte en le portant ?» Les mains de Lucy se crispèrent. « Ce n'était pas à elle. C'est tout ce que je sais. Ce n'était pas à elle. Tu ne l'as pas tuée. » « Non, » répondit Lucy, « mais je crois que l'une de nous l'a fait. Et je crois qu'elle voulait qu'on paye tous avant de partir. » Miss Marple fronça les sourcils. « Pour payer. Pourquoi aurait-elle ?»« Parce qu'elle était malade, » murmura Lucy. Intérieurement. Elle ne voulait pas seulement avoir le contrôle, elle voulait que nous lui en soyons redevables, même dans la mort. Il y eut un long silence. « Vous devez aller voir l'inspecteur Rudge, » dit doucement Miss Marple. « Répétez-lui tout ce que vous m'avez dit. »« Je ne peux pas, » dit Lucy en reculant. « Mon mari ne sait même pas que je suis venue ici. Je ne peux pas me laisser entraîner là-dedans. Si vous voulez vraiment la justice. » Lucy secoua la tête. « Personne ne me croyait avant. Ils ne me croiront plus maintenant. » Elle se retourna et disparut dans la brume, ses pas s'estompant comme l'écho d'une pierre tombée dans un puits profond. Miss Marple resta un moment pensive, puis elle fit demi-tour et reprit son chemin à travers les rues silencieuses, sa lampe torche la guidant. L'écharpe appartenait à Lucy. Cela a tout changé. Le lendemain matin, Rose Hill s'est réveillée avec plus que de la bruine. Il s'est réveillé avec des nouvelles. Ginny Witherby avait été libérée. L'inspecteur Rudge, irrité et le visage rouge au bureau de poste, le confirma par timbres et murmures. « Aucune raison de la détenir, » grommela-t-il. « Pas d'arme du crime. Pas de preuves. Juste son humeur changeante, et on ne peut pas pendre quelqu'un pour bouderie. » Madame Nettleford, du marchand de légumes, a déclaré avoir entendu Ginny hurler dans sa cellule, qu'elle avait tenté de traverser le mur à coups de griffes. Le révérend Somerton a nié publiquement. C'est une fille perturbée, pas un monstre. Mais sa femme n'a pas été vue au petit déjeuner paroissial. Miss Marple, cependant, passa la matinée non pas à bavarder ou à faire des recherches, mais à écrire. Elle rédigea 3 lettres, les posta soigneusement et se mit en route pour le dernier nom qu'elle avait inscrit dans sa tête. Eleanor Price. La bibliothécaire habitait une maison soignée à 2 étages, avec des rideaux de dentelle et un potager si précis qu'il semblait dessiné à la règle. Sa mère, désormais invalide, restait dans l'arrière-salle et parlait rarement. Eleanor ouvrit la porte avec une légère irritation, une femme habituée à être interrompue et jamais remerciée. « Oui ?» dit-elle en jetant un coup d'œil aux gants et au chapeau de Miss Marple. « Je me demande, » dit doucement Miss Marple, « si je peux vous poser une toute petite question. » Eleanor hésita, puis, à contre-cœur, « Très bien, entrez, mais seulement un instant. » Le salon était propre, épuré et quelque peu tendu, comme s'il n'appréciait pas les visiteurs. « Je connais le cercle de broderie, » dit Miss Marple. Eleanor se raidit. « C'était il y a longtemps. Et je sais pour l'écharpe. C'était celle de Lucy, non ?» Eleanor ne répondit pas. « Elle m'a dit que tu étais allé voir Ginny, » dit Miss Marple, « que tu lui avais apporté un manteau et un livre. » Eleanor fronça les sourcils. « Oui. Et alors ? Quel livre était-ce » Eleanor cligna des yeux. « En quoi est-ce important ? Faites-moi plaisir. » Elle hésita. C'était Jane Eyre, son préféré. Miss Marple hocha la tête. L'histoire d'une femme qui surmonte la cruauté, qui refuse d'être brisée. Et vous ne la réconfortiez pas, mademoiselle Price. Vous lui donniez du courage.
Parce que vous saviez qu'elle n'avait pas tué Marjorie non plus. Il y eut un long silence glacial. Elle a dit quelque chose un jour, murmura Éléanore. Marjorie, je veux dire. Elle a dit « Les secrets ne sont puissants que s'ils sont enfouis ». Je ne l'ai jamais oublié. Est-ce qu'elle était au courant de la maladie de ta mère? La voix d'Éléanore se brisa. Elle a menacé de dire au diocèse que ma mère était furieuse, que j'avais détourné l'argent de la paroisse pour payer des soins. J'ai failli perdre mon emploi. J'ai failli... Mais tu ne l'as pas tuée, dit doucement Miss Marple. Éléanore se détourna en tremblant. Non, murmura-t-elle, mais quelqu'un l'a fait. Miss Marple se leva. Et nous allons découvrir qui. Dehors, le ciel s'était éclairci. Mais à l'intérieur, le mystère s'épaississait. L'écharpe était passée entre de nombreuses mains. Mais la main qui l'avait nouée, ce nœud final et fatal, marchait toujours parmi eux. Et Miss Marple, avec ses yeux bleus perçants et sa résolution tranquille, se rapprochait de plus en plus de le trouver. Chapitre 6. Le thé avec la femme du vicaire. Le lendemain matin, pâle et calme, le genre de matin qui donnait au village de Rose Hill des airs de conte de fées, haies taillées, odeur de pain frais s'échappant de la boulangerie, et chants d'oiseaux aussi doux que des murmures. Pourtant, sous ce charme apparent se cachait une tension si intense qu'on pourrait la trancher au couteau à beurre. Une femme avait été assassinée. L'écharpe qu'elle portait avait une histoire que personne ne semblait désireux de raconter, et la liste des suspects, bien que courte, était étroitement liée à de vieux secrets et à des ressentiments longtemps refoulés. Miss Marple, qui avait bien dormi, comme souvent lorsque ses pensées étaient bien rangées, se leva tôt et s'habilla avec soin. Elle choisit une jupe gris foncé, un chemisier lilas pâle et un cardigan en laine douce à boutons cousus main. Pour tout le monde, c'était un ensemble banal. Mais pour Jane Marple, le lilas avait un but discret. Il adoucissait sa présence, permettait aux gens de parler plus librement. Le chagrin répondait à la gentillesse. Et la peur, eh bien, la peur aimait se confesser avec douceur. Elle se rendit au presbytère peu après 10 heures. Le jardin de devant, bien que toujours bien rangé, présentait des signes d'abandon. Une touffe de mauvaises herbes sous le rebord de la fenêtre, quelques pousses envahissantes rampant vers l'allée. De petits détails, mais révélateurs. Madame Somerton a ouvert la porte elle-même. « Mademoiselle Marple, » dit-elle d'une voix calme mais pas hostile. « Entrez, s'il vous plaît. »« J'espère que je ne vous dérange pas, » dit Miss Marple. La femme du pasteur eut un sourire ironique. « Cette semaine, tout le monde s'immisce. Autant que ce soit votre tour. » Elle la conduisit dans un salon avec des fauteuils en chintz fleuris, un lourd buffet en noyer et une vue sur le jardin, où les tulipes se courbaient au vent telles des danseuses en égée. Prière. Miss Marple prit place et observa la disposition soignée du service à thé. 2 tasses, 2 soucoupes, une tranche de citron à moitié utilisée sur une assiette, préparée à l'avance. « Tu m'attendais, » dit-elle. Madame Somerton ne nia pas. « Je connais votre genre, Miss Marple. Vous arrivez avec des compliments et des questions, et vous repartez avec toutes les réponses. » Miss Marple sourit faiblement. « Pas tous, je vous assure, seulement ceux qu'on m'autorise. » Il y eut un court silence pendant que le thé était servi. Les mains de Madame Somerton étaient vite fermes, son regard alerte. Ce n'était pas le visage d'une femme en deuil, ni même effrayée, mais quelque chose entre les deux, sur ses gardes. « Elle était proche de votre mari, » dit doucement Miss Marple. « Elle était sa secrétaire. » « Et plus que ça. » Madame Somerton marqua une pause. « Vous voulez dire, était-elle sa maîtresse ?»« Je n'ai pas dit ça. »« Non, mais le village, lui, l'a fait, » répondit-elle. « Ils le disent depuis des années. Depuis qu'elle a commencé à travailler avec lui, à gérer les archives de l'église, à organiser des cérémonies, à corriger ses sermons. Vous ne semblez pas surpris. » « Oh, j'ai été surprise. Au début, quand j'ai réalisé à quel point il comptait sur elle, comme il riait à ses blagues, mais pas aux miennes, comme elle restait tard chaque soir, comme les portes se fermaient plus souvent quand elle était dans la pièce. Sa voix était calme,
presque trop calme. Mais Julian est un homme de Dieu, et Marjorie était intelligente, pas belle, mais stratégique. Elle s'est rendue indispensable. Elle s'est imposée comme indispensable, dit Madame Somerton avec une aigreur teintée de colère longtemps contenue, et elle aimait me le rappeler, à sa manière discrète. Miss Marple hocha la tête. Les femmes comme Marjorie élèvent rarement la voix. Elles laissent les sous-entendus les intimider. Madame Somerton parut surprise un instant. Puis elle soupira. Vous savez le pire ? Je ne la détestais pas. Non, j'avais pitié d'elle. Elle s'accrochait à l'ombre de mon mari comme une femme qui se noie s'accroche à du bois flotté, mais elle ne l'a jamais vraiment aimé. Pas comme les femmes aiment les hommes. Elle aimait sa position, sa certitude morale, son approbation. Elle voulait être plus qu'une simple secrétaire, et cela, l'assurance du vicaire, lui donnait un sentiment d'importance. Miss Marple remua son thé. « Votre mari a-t-il jamais admis son influence ?» Madame Somerton sourit sans humour. « Julian admet très peu de choses, surtout pas ses erreurs. Croyez-vous qu'il soit impliqué dans sa mort ?» La pièce était silencieuse, à l'exception du faible tic-tac de l'horloge sur la cheminée. Dehors, un oiseau lançait 3 notes, aiguës et solitaires. « Je crois, » dit lentement Madame Somerton, « qu'il aimait l'idée qu'il se faisait d'elle. Et je crois que cette idée est morte bien avant elle. » Miss Marple la regarda tranquillement. « C'est une chose très précise à croire. » Madame Somerton soutint son regard. « Je suis l'épouse d'un vicaire, Miss Marple. J'ai bâti ma vie sur des observations précises et une patience polie. » Ils restèrent assis en silence quelques instants. Puis Madame Somerton prit la théière. « Elle a porté cette écharpe une fois, tu sais. » Miss Marple leva les yeux. « Marjorie ? » ?»« Oui, lors d'une réunion de sacristie. Je m'en souviens parce que ça jurait terriblement avec sa robe, la laine bordeaux et cette écharpe rouge vif. Je l'ai mentionné. Elle a dit que c'était un cadeau, un objet artisanal de son passé. Tout n'a pas besoin d'être assorti pour avoir du sens, a-t-elle dit. Croyez-vous que c'était un cadeau ? Madame Somerton hésita. Je crois qu'elle a pris ce qu'elle voulait et qu'elle l'a fait sien. Cet après-midi-là, Miss Marple traversa le cimetière, passant devant des pierres tombales penchées et des anges couverts de mousse, jusqu'à la petite porte latérale de Saint Cuthbert. La porte n'était pas verrouillée. À l'intérieur, le sanctuaire était silencieux, baigné d'une lumière dorée provenant des vitraux. Des grains de poussière flottaient dans le silence. Elle remonta lentement l'allée, passant devant les bancs, jusqu'à la modeste chaire sur laquelle reposait la Bible ouverte. Puis elle tourna à gauche, dans la sacristie. C'était une pièce étroite, parquet usé, haut placard et rangé de recueils de cantiques soigneusement empilés. Un bureau se dressait près du mur du fond, rangé mais bien utilisé. Miss Marple caressait son bord du doigt. Elle imaginait Marjorie assise là, prenant des notes, gérant des emplois du temps, chuchotant derrière des portes closes. Elle s'est assise sur la chaise. De ce siège, la vue était étroite mais saisissante. On pouvait voir le couloir à travers une fente de la porte. On entendait des pas, des approches, des hésitations. Elle a ouvert le tiroir. À l'intérieur, du papier vierge, des pots d'encre, un crayon cassé et, soigneusement plié, un seul morceau de tissu. Soie rouge. Pas de broderie, juste un simple carré rouge. Elle le sortit et le fit tourner dans ses mains. Un leurre, une menace, une carte de visite. Miss Marple savait qu'il existait de nombreux silences. Le silence de la culpabilité, celui de la douleur et celui des secrets trop anciens pour être nommés. Elle plia la soie et la remit en place. Puis elle quitta la sacristie, fermant la porte avec un léger murmure. Cliquet, les pièces s'emboîtaient, l'écharpe volée de Lucy Mallard, les aveux de chantage d'Eleanor Price, le silence de Ginny, protéger quelqu'un ou quelque chose. Et maintenant le chagrin silencieux et contenu de Madame Somerton, non pas pour Marjorie, mais pour la façon dont elle avait éclipsé tout, même l'amour.
Ce n'était pas un crime ordinaire, c'était un meurtre préparé lentement, comme un thé amer infusé trop longtemps dans de la porcelaine. Quelqu'un avait attaché cette écharpe, quelqu'un qui savait laisser un message. Et bientôt, pensa Miss Marple, quelqu'un parlerait à nouveau. Chapitre 7. Une lettre sans timbre. La lettre est arrivée mercredi matin. Il n'a pas été livré par le facteur, M. Selby, qui était aussi méthodique qu'une horloge et ne manquait jamais une maison, mais plutôt trouvé caché derrière le poteau du portail du jardin de Madame Hartington, plié en trois et scellé sans enveloppe, sans adresse, sans signature. Beryl l'a trouvé en coupant le chèvrefeuille et l'a ramené à l'intérieur avec les sourcils levés et des gants striés d'herbe. « Jane, ma chère, dit-elle en le lui tendant, je crois bien que c'est pour toi, mais celui qui l'a envoyé a une drôle d'idée du service postal. » Miss Marple prit le papier sans commentaire, le déplia avec soin et le lut en silence. Puis elle l'a relu. L'écriture était soignée, féminine, légèrement inclinée vers la droite et marquée par des traits prononcés. Une écriture pratique, non décorative. Le message, en revanche, était tout sauf soigné. Elle a fait plus que voler une écharpe. Elle a volé des années. On ne peut pas réparer ce qu'elle a brisé, mais on peut la laisser se reposer. Arrête de creuser, ou une autre fleur fanera. Miss Marple posa le papier sur la table à thé, en lissa les coins, et le regarda comme s'il pouvait lui offrir une seconde signification. « Eh bien, dit Beryl en l'observant, c'est aussi amical qu'un roncier avec des gants de soie. » En effet, murmura Miss Marple. Beryl s'assit. Est-ce une menace? Oui, voilée mais indéniable. Et tu y crois? Miss Marple jeta un coup d'œil par la fenêtre. Je crois que ça vient de quelqu'un qui a très peur que je découvre quelque chose qu'il a tant travaillé à garder caché. Elle s'arrêta. Plus que cela, quelqu'un qui croit encore qu'il est justifié. Le même après-midi, Miss Marple rendit une discrète visite à l'inspecteur Rudge. Il la reçut avec l'air d'un homme épuisé, manches retroussées, col ouvert, et un biscuit resté intact sur son bureau. « Je suppose que vous avez suscité davantage de soupçons, » dit-il non sans affection, « parce que les rapports de laboratoire n'ont rien apporté de nouveau. La cause du décès reste incertaine. Le pathologiste a constaté de légers signes de pression près de la trachée, mais rien qui puisse suggérer une strangulation ou une asphyxie. Pas de toxine non plus. Franchement, la fillette a plutôt l'air d'être morte de nervosité. « Je vous assure, inspecteur, » dit Miss Marple, « Marjorie Carstairs était bien des choses, mais jamais pusillanime. » Il eut un petit rire sec. « Votre façon de dire les choses me fait... » « Tout remettre en question, Miss Marple. Qu'avez-vous trouvé? »« J'ai reçu une lettre, » dit-elle, « anonyme et pointue. Mais je soupçonne que la véritable révélation ne réside pas dans son contenu, mais dans son expéditeur. » Rudge haussa un sourcil. « Et tu sais qui c'est? »« J'ai de forts soupçons, mais surtout je crois que cela suggère le mobile qui nous échappait. »« Lequel est? » ?»« Honte. » L'inspecteur s'est assis. « Pas une vengeance? »« Ce sont les deux faces d'une même médaille, » répondit-elle. « Mais la vengeance est froide, souvent préméditée. La honte brûle. Elle ne tue pas par justice. Elle tue parce que quelqu'un ne supporte pas que la vérité soit connue. » Elle fouilla dans son sac à main et en sortit le mot, le faisant glisser sur le bureau. Rudge l'étudia en plissant légèrement les yeux. « Cette écriture, » dit-il lentement. « Elle m'est familière. » Miss Marple hocha la tête. « Moi aussi, je le pensais. » Plus tard dans la soirée, Miss Marple se rendit dans un endroit où elle avait rarement l'occasion de se rendre. Les archives de la Rose Hill Gazette. Le bureau du journal, tenu par M. Lennox, perpétuellement oublieux, était un petit magasin près de la gare qui publiait principalement des avis de naissance, de décès et occasionnellement des matchs de cricket du village. J'espère que vous avez conservé les éditions de la récolte de 1998, dit-elle alors qu'elle se tenait au milieu de registres poussiéreux et de tours penchées de vieilles reliures. Monsieur Lennox, clignant des yeux derrière ses épaisses lunettes, se gratta la tête.
Ça devrait aller, oui. Ce serait dans les volumes verts, classés par trimestre. Je recherche des rapports de comité, dit-elle, en particulier ceux liés aux événements de Saint Cuthbert. En 20 minutes, elle avait trouvé ce qu'elle cherchait, un ensemble d'annonces de fêtes d'église, avec des listes manuscrites pour le personnel de l'événement et un stand de produits brodés. Et c'était là. Nom, Jeannie Witherby, Marjorie Carster, Eleanor Price, Lucy Mallard. Mais plus important encore, une signature sous le procès-verbal du comité copié, enregistré par Madame Eleanor Price. Miss Marple tenait la page à la lumière, les mêmes descendeurs en boucle, la même forte pression sur les T. La lettre n'avait pas été écrite par Eleanor Price, mais par quelqu'un qui avait l'habitude de copier son écriture, quelqu'un qui avait passé de longues heures à transcrire ses lettres, à former ses caractères, à imiter ses notes. Une secrétaire. Le lendemain, Miss Marple revint au presbytère, sans prévenir, mais sans surprise. Madame Somerton répondit de nouveau, les cheveux tirés en arrière avec précision, l'expression indéchiffrable. « Je crains que mon mari ne soit pas là, » dit-elle. « Il est à la chapelle, en réunion avec le comité diocésain. »« C'est vous que je suis venue voir, » dit Miss Marple, « et je ne vous retiendrai pas longtemps. » Les lèvres de la femme tressaillirent, formant un entre-deux entre un froncement de sourcils et un soupir. « Alors entrez, mais je ne peux pas vous promettre de thé. J'en ai assez de préparer du thé pour les invités cette semaine. » Ils s'assirent de nouveau dans le salon. Les tulipes dehors avaient commencé à perdre leurs pétales. « Je sais que c'est vous qui avez écrit ce mot, » dit Miss Marple d'un ton simple. Madame Somerton la regarda surprise, mais pas par culpabilité, plutôt par épuisement. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je crois que vous avez utilisé la machine à écrire de votre mari pour rédiger les procès-verbaux des réunions de l'Église. Je crois aussi que vous avez pris en charge certaines tâches lorsque Marjorie était absente. Je crois que vous avez copié l'écriture d'Eleanor Price, avec sa permission, j'en suis sûr, pour assurer la continuité. » Silence. Mais le mot n'était pas de toi. Il était destiné à sembler comme si ça venait d'Eleanor. C'était un avertissement. La voix de Madame Somerton s'éleva lentement. « Alors, vous venez m'accuser maintenant ?»« Non, » dit doucement Miss Marple. « Je suis venue vous demander votre aide. Vous êtes la seule à les avoir toutes vues, les filles. Vous avez entendu les murmures. Vous avez vu votre mari devenir plus distant. » Madame Somerton déglutit. « Je la détestais. » Miss Marple n'interrompit pas. « Je détestais qu'elle prenne tout ce que j'avais construit, ma maison, mon mariage, mon rôle, et le porte comme un manteau emprunté. Elle se rendait indispensable, non seulement à Juliane, mais à tout le monde. Elle faisait semblant de se soucier des filles, mais elle les collectionnait, comme des souvenirs. Et quand l'une d'elles essayait de partir ou de parler, elle la punissait. « Lucy, » dit Miss Marple. Madame Somerton hocha la tête. « Elle est revenue, vous savez. Pas seulement pour la fête des moissonneurs. Elle est revenue 2 semaines avant le meurtre. Je l'ai vue. Elle a rencontré Marjorie à la sacristie. Je les ai entendus se disputer. De quoi s'agit-il ? Lucy voulait récupérer son foulard. Marjorie a ri. Elle l'a appelé « propriété de la paroisse ». Elle a dit, et je cite, « Tu l'as laissé derrière toi, ma chérie, tout comme tu as laissé ta honte. » Les yeux de Miss Marple se rétrécirent. « C'était son arme, » murmura Madame Somerton. « Dommage. » Et que s'est-il passé après ? Je ne sais pas. Lucy est partie. Mais Marjorie était différente après ça, plus théâtrale, comme si elle mettait quelqu'un au défi de l'arrêter. Et maintenant, elle est morte, et personne ne sait qui s'est marié. Miss Marple se leva. « Mais nous le ferons. » Madame Somerton leva les yeux. « Tu crois que c'est Lucy qui a fait ça ?» Miss Marple prit son sac à main. « Je crois qu'on pose la mauvaise question. Lequel est ?» Elle s'arrêta sur le pas de la porte. Ce n'est pas qui a noué l'écharpe, mais qui détachait après. Chapitre 8. Le nœud dénoué.
La question résonnait dans l'esprit de Miss Marple longtemps après avoir quitté le presbytère. Ce n'est pas celui qui a noué l'écharpe, mais celui qui l'a dénouée. C'était un léger et subtil changement de mentalité, mais comme pour beaucoup de choses dans la vie, ce sont les plus petits détails qui ont tout changé. Elle l'avait déjà vu maintes fois, le tueur qui ajustait un cadre, le voleur qui repliait un mouchoir. La culpabilité quittait rarement la scène sans laisser derrière elle le spectre de son réarrangement. Cet après-midi-là, elle se rendit au cimetière, désormais sec après des jours de pluie. Les enfants jouaient sur la pelouse près du mur du presbytère, sautillant et criant sous le regard attentif de leur nourrice. Les oiseaux plongeaient au ras des croix de pierre et des vieux ifs. Marjorie Carster fut enterrée 3 rangs plus loin, sous une pierre tombale noire et polie que le comité paroissial avait disposée avec une rapidité surprenante. Probablement à la demande du révérend Somerton, pensa Miss Marple. Un enterrement rapide, un oubli plus rapide. Miss Marple se tenait silencieusement devant la tombe. Quelques pâquerettes fraîches gisaient à sa base, commençant déjà à faner. Elle se pencha légèrement et redressa les tiges d'une main gantée. Puis elle parla, doucement et sans cérémonie. « Marjorie, tu portais l'écharpe de quelqu'un d'autre, mais ce n'était pas à toi de la porter. Et tu le savais. » Elle se redressa et se retourna pour trouver une silhouette debout tranquillement à proximité, la regardant. C'était Eleanor Price. La bibliothécaire paraissait plus petite dans le cimetière que derrière son bureau. Malgré le temps sec, elle tenait un parapluie fermé, comme une barrière plutôt qu'un bouclier. « Tu lui rends souvent visite ?» demanda doucement Miss Marple. Eleanor hésita. « Je ne l'aimais pas, mais je viens quand même. »« Pourquoi ?»« Parce qu'on était amis d'autrefois, ou quelque chose comme ça. Et ça me semble mal de lui laisser le dernier mot. » Miss Marple la regarda. « Tu crois qu'elle a eu le dernier mot ?» La voix d'Eleanor était aigre et tranchante. Elle l'a toujours fait. À chaque dispute, à chaque silence, à chaque regard. Elle n'avait pas besoin de crier. Elle observait, attendait. Elle vous donnait l'impression d'être mesurée. Elle avait un don pour l'humiliation, je crois, dit Miss Marple, toujours assez subtile pour être niée. Oui, murmura Eleanor. Exactement. Miss Marple la regarda fixement. Tu es allée au commissariat. Tu as apporté un manteau et un livre à Ginny. Elle avait besoin de réconfort. Tu lui as aussi apporté autre chose, n'est-ce pas? Eleanor fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Une écharpe. Il y avait une lueur dans les yeux d'Eleanor. Non. Tu l'avais encore, n'est-ce pas? L'écharpe supplémentaire. La tienne, pas celle de Lucie. Eleanor ne dit rien. Miss Marple continua, sa voix très calme. Tu n'as jamais brodé ton nom sur le tien. Tu n'en avais pas besoin. Marjorie avait pris celui de Lucie. Celui de Ginny était égaré. Le tien était en sécurité, discret, caché, comme tu as toujours essayé de l'être. Eleanor se tourna lentement vers la pierre tombale. « Elle m'a dit quelque chose, » murmura-t-elle, 2 jours avant sa mort. Elle est entrée à la bibliothèque juste avant la fermeture. Elle fredonnait. Elle n'a jamais fredonné. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit « C'est bon de se sentir jeune à nouveau, comme quand on avait tous des secrets, des foulards assortis et des promesses qu'on ne comprenait pas. » Puis elle a souri et a dit « Mais je les ai gardés, chaque secret, attaché avec un joli petit nœud. » Le souffle de Miss Marple se coupa légèrement. Eleanor poursuivit. « Je pensais qu'elle se moquait de moi, mais maintenant, je me demande, peut-être qu'elle le savait. » Tu savais quoi? Que l'un de nous ferait quelque chose, que nous ne pourrions pas tous rester silencieux éternellement, que même le nœud le plus serré peut se défaire. Il y eut un long silence entre eux. Miss Marple dit doucement. « Vous l'avez trouvé après que les autres viennent quitter la fête sur la pelouse, n'est-ce pas? » Eleanor ne répondit pas. « Tu l'as vue affaler près des rhododendrons, ni tout à fait morte, ni tout à fait vivante. Tu as cru que quelqu'un l'avait tuée, et tu n'as pas crié ni couru chercher de l'aide.
Tu t'es penché et tu as pris son pouls. Et puis, j'ai dénoué l'écharpe, murmura Éléonore. Oui. Pourquoi? Le visage d'Eléonore se déforma. Parce qu'il n'avait rien à faire là. Parce qu'il n'était pas à elle. Parce que je ne supportais pas l'idée qu'elle puisse mourir en le tenant comme un trophée. Miss Marple hocha la tête. Saviez-vous qu'elle respirait encore? Je ne savais rien, dit Éléonore, la voix brisée. Je croyais qu'elle était déjà partie. Mais peut-être que j'ai aggravé les choses. Miss Marple s'approcha et posa légèrement une main sur la manche de la femme. Alors, vous devez prévenir l'inspecteur Rudge. Aujourd'hui. Éléonore regarda la tombe. Mais ça ne résoudra rien, dit-elle. Pas vraiment. Elle est toujours morte. Et nous autres, nous sommes toujours là, à essayer d'oublier. La voix de Miss Marple était douce, mais ferme. La vérité ne résout pas tout, mais elle empêche la corruption de se propager. Ce soir-là, le village vibrait d'une nouvelle discrète qui se propage plus vite que n'importe quel journal. Elinor Price s'était rendue au poste et avait fait une déclaration. Elle avait admis avoir trouvé Marjorie seule, peut-être inconsciente, et lui avoir retiré son foulard. Elle avait paniqué, cru que quelqu'un d'autre l'avait tuée et craint d'être accusée. L'inspecteur Rudge aurait été furieux, non pas à cause de ses aveux, mais à cause du retard. Un temps précieux perdu, aurait-on entendu dire plus tard au pub. Cela aurait pu faire la différence entre des accusations et des suppositions. Mais même si la nouvelle se répandait, quelque chose rongeait encore Miss Marple. Ce n'était pas tout à fait terminé. Éléonore avait dénoué l'écharpe, oui, mais qui l'avait attachée? Elle retourna ce soir-là chez Madame Hartington et monta tôt dans sa chambre. Au bureau, elle ouvrit son journal, en tira une nouvelle page et y nota les noms. Marjorie Carster, mort Ginny Witherby, accusée, instable, blessée Éléonore Price, confesseur, coupable mais pas meurtrier Lucy Mallard, en colère, honteux, à nouveau porté disparu Madame Somerton, posé, vigilant révérend Somerton, conflictuel, évasif. Et puis elle a tracé une dernière ligne. Qui craignait le plus Marjorie? Ni qui la détestait, ni qui l'enviait. Qui la craignait? Parce que la peur, une peur réelle et profonde, était le véritable motif. Pas de passion, pas de vengeance, mais la peur. Marjorie avait le pouvoir de ruiner des vies. Elle en avait déjà ruiné plusieurs. Et quelqu'un qui lui souriait poliment depuis des années, avait finalement décidé de l'en empêcher. Mais comment? Et avec quoi? Une écharpe, oui, mais pas n'importe quelle écharpe. Miss Marple se dirigea vers sa garde-robe, ouvrit une boîte au fond et en sortit un paquet. À l'intérieur se trouvait un carré de soie rouge. Ce n'est pas l'écharpe de Marjorie. Chez Lucy. Pliée avec soin, cachée depuis son retour secret à Rose Hill l'automne dernier. Parce que quelqu'un l'avait récupérée ce jour-là, quand Lucy l'avait laissée derrière elle. Quelqu'un qui savait exactement comment l'utiliser. Pas pour étrangler, pas pour empoisonner, mais pour avertir, pour marquer, accuser. Marjorie Carstairs est morte en portant la honte de quelqu'un d'autre. Et Miss Marple, enfin, comprit ce que cela signifiait. Chapitre 9. Des fils qui ne pouvaient pas brûler. Le lendemain commença comme si le meurtre n'avait jamais eu lieu. Le soleil, doux et lumineux, éclairait les pavés de Rose Hill. Le son joyeux d'une sonnette de vélo résonnait tandis que les écoliers se précipitaient vers les cours. À la boulangerie de Rose Hill, l'odeur des tartelettes aux fruits chaudes se mêlait aux murmures concernant les aveux d'Elinor Price et la reprise des répétitions de la chorale par Ginny Witherby. Mais dans le salon de Madame Hartington, Mademoiselle Marple écrivait une lettre. Ce n'était pas sa correspondance habituelle. Pas de recette ni de demande de nouvelles de ses nièces. C'était une seule ligne, soigneusement formulée. « Retrouve-moi au cottage de Drusilla Pike à 15 heures. Ne sois pas en retard. Tu pourrais apporter ton écharpe. » Elle le scella, l'adressa simplement à celui qui sait encore.
et le tendit à Beryl avec une simple demande. « Pourriez-vous demander au jeune Patrick de remettre ceci au presbytère, directement à Madame Somerton, si elle est présente ?» Beryl haussa un sourcil. « Oh, Jane, ça a l'air mystérieux. » Miss Marple se contenta de sourire. « Le mystère était comme une vigne, Beryl. Plus on la laisse s'en mêler, plus il est difficile de la tailler. » La maison de Drusilla Pike était un amas de pierres et de mousse, nichée à l'orée des bois, telle une légende oubliée. Des rosiers sauvages grimpaient sur sa façade, et des poules gloussaient paresseusement derrière une clôture grillagée. Une cheminée crachait de délicats volutes de fumée, et quelque part à l'intérieur, un parfum de savon au curcuma et à la lavande flottait dans l'air. Miss Marple est arrivée à 3h moins 10. Drusilla la salua d'un geste de son tablier. « Je t'attendais. J'espérais plutôt que tu le serais. » L'intérieur du cottage était resté pratiquement inchangé, encombré, chaleureux, rempli de tissus et de motifs oubliés. Mais aujourd'hui, le vieux métier à broder avait été débarrassé. Une nouvelle toile était tendue dessus. Et sur cette toile, centrée comme un joyau, se trouvait le motif, l'original, la vigne rouge, tourbillonnant avec grâce et précision, complexe, symbolique, et indéniablement la même que celle brodée sur l'écharpe perdue de Lucy Mallard. Miss Marple s'avança. « Tu l'as gardée ?»« Bien sûr, » dit Drusilla. « Chaque création raconte une histoire. J'aurais préféré ne pas en écrire certaines, mais elles sont miennes. » Miss Marple étudia le motif. « Saviez-vous ce que cela signifiait ? Ce que cela deviendrait ?» La voix de Drusilla baissa. « J'ai appris à ces filles bien plus que la broderie. Je leur ai appris la présence, la fierté. Peut-être que je leur en ai trop donné. Marjorie a pris la vigne et l'a fait sienne. Elle l'a cousue partout, même dans ses propres mensonges. »« Est-ce qu'elle t'a rendu visite avant de mourir ?»« Non, » répondit Drusilla, « mais elle a envoyé une lettre. » Elle se retourna, fouilla dans un tiroir et tendit à Miss Marple une enveloppe pliée, jaunie mais récente. À l'intérieur se trouvait une seule phrase, tapée sur du papier paroissial. « Les vieux fils peuvent encore brûler. » Miss Marple la lut 2 fois. Elle avait peur de quelque chose. « Non, » dit Drusilla. Elle accueillit Marjorie a toujours cru que si le monde brûlait, c'était elle qui devait allumer l'allumette. Des pas se sont approchés à l'extérieur. Miss Marple ne se retourna pas. « Ce sera elle. » Drusilla haussa un sourcil. « Tu es sûre ? » ?»« Oui. Elle est ponctuelle et fière. Le genre de personne qui ne rate jamais un rendez-vous, même avec le destin. » Madame Somerton entra dans la pièce avec un calme absolu, les cheveux fermement attachés, ses gants pliés à la main. Elle ne portait rien dans ses bras, mais son manteau, une lourde laine vert foncé, avait quelque chose caché dans la poche de poitrine. Un aperçu de rouge. Elle vit le métier à broder et s'arrêta. Puis son regard se porta sur Miss Marple. « Je n'étais pas sûre de venir, » a-t-elle dit. « Et pourtant, te voilà. » Madame Somerton se tourna vers Drusilla. « C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas ?»« J'ai simplement brodé le motif, » dit Drusilla. « Ce que vous en avez fait, c'est votre faute. » Madame Somerton s'approcha. Elle utilisait ce motif comme une épée. Elle nous l'a fait porter comme un signe de honte. Ginny, Lucy, Eleanor, nous n'étions que des fils pour elle, tissés entre ses machinations. « Pas toi, » dit Miss Marple à voix basse. Madame Somerton cligna des yeux. « Tu n'étais pas l'une des filles originales. »« Non, mais tu l'as quand même porté. » Il y eut une pause. « Elle m'en a donné un, » dit-elle. « Elle t'a donné celui de Lucy, » corrigea Miss Marple, « après l'avoir volé, après que Lucy ait été renvoyée. Elle l'a revendiqué comme sien, et tu l'as accepté. »« Je n'avais pas le choix, » murmura Madame Somerton. Elle a dit que si je ne jouais pas son jeu, elle détruirait mon mari. Elle avait des lettres, des notes privées, rien de vraiment scandaleux, mais suffisamment pour alimenter les ragots, suffisamment pour nous ruiner. Elle a fait de toi son complice. Elle a fait de moi son ombre. Et puis,
dit doucement Miss Marple. « Vous avez vu une chance. » Les mains de Madame Somerton tremblaient. Elle était déjà faible ce jour-là. Elle avait fait une chute la semaine précédente. Je crois qu'elle s'était cogné la tête dans l'escalier de la sacristie. Elle a insisté sur le fait que ce n'était rien, mais je l'ai vue tituber à 2 reprises. Cet après-midi-là, après le début de la garden party, elle m'a pris à part derrière les rhododendrons. Elle m'a dit qu'elle allait tout révéler, les lettres, les mensonges, même l'origine du foulard. Elle a ajouté qu'il était temps de tout avouer. La voix de Madame Somerton devint faible. Elle a dit qu'elle le dirait à Julian. Elle a dit qu'elle voulait se confier. Mais je savais ce qu'elle voulait vraiment dire. Elle voulait apporter moi, à Bazel. Et cette écharpe? Elle fouilla dans sa poche et en sortit. Le foulard en soie rouge de Lucie, tordu et légèrement délavé sur les bords, mais toujours indubitablement marqué du motif de vigne. Elle l'a brandi devant moi. Elle a dit que ça ferait un scandale si elle mourait avec. Une fin symbolique, comme elle l'appelait. Je lui ai conseillé de ne pas tomber dans le mélodrame. Miss Marple ne dit rien. J'ai essayé de m'éloigner, a poursuivi Madame Somerton, mais elle m'a attrapé le bras. Fort, je l'ai poussée, juste pour me libérer. Et elle est tombée. Elle a heurté la base en pierre du bain d'oiseaux. Elle ne bougeait pas. J'ai paniqué. Je ne voulais pas... La voix de Miss Marple était douce. Tu as noué l'écharpe autour de son cou. Madame Somerton leva les yeux. Son visage était pâle. Oui, je l'ai attaché, sans serrer. Pas pour tuer, juste pour le faire passer pour autre chose, pour qu'il ne revienne pas vers moi. Mais c'est le cas, dit doucement Miss Marple. Madame Somerton hocha la tête. J'ai vu Elinor s'approcher et s'enfuir. Je ne suis pas restée pour voir si elle vivait ou mourait. Miss Marple se tourna vers Drusilla. « Elle est venue à vous, n'est-ce pas ?» Drusilla hocha la tête. « Le lendemain du décès, elle m'a demandé de brûler l'écharpe. J'ai refusé. J'ai dit « Certains fils ne brûlent pas. Ils persistent dans l'air, comme de la fumée. » Madame Somerton fixait maintenant l'écharpe, comme si elle s'était transformée en cendre dans ses mains. « Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, » dit-elle. « Je voulais juste qu'elle parte. » Miss Marple tendit la main et prit doucement l'écharpe. « Vous n'avez peut-être pas frappé avec haine, mais vous avez frappé avec peur. Et la peur, j'en ai peur, est rarement douce. » Plus tard, l'inspecteur Rudge écouta le récit complet dans un silence maussade. Madame Somerton ne fut pas arrêtée sur le champ, mais des dispositions furent prises pour un interrogatoire formel. Son mari, selon l'inspecteur, était dans un état d'incrédulité totale. « J'ai presque pitié de lui, » admit Rudge. Il se prenait pour le berger, et le loup lui manquait complètement. Miss Marple ne dit rien, mais dans son esprit, le schéma était désormais complet. Une vigne à 4 fils, l'un d'eux s'est détaché, un tordu, une coupe, un match nul. Et maintenant, enfin, délié. Le village de Rose Hill allait jaser pendant des semaines, mais la vérité, Miss Marple le savait, n'était pas faite pour les ragots. C'était pour la paix. Chapitre 10. Le silence du vicaire. Le révérend Julian Somerton n'est pas venu à l'église le dimanche suivant. Son absence fut remarquée avec la consternation silencieuse propre aux villages anglais, où la routine spirituelle était aussi attendue que le lever du soleil sur les haies. Il n'y eut aucune explication officielle, seulement une affiche épinglée à la porte de la sacristie, de la main prudente du vicaire. Pour des raisons personnelles, le sermon du dimanche sera prononcé par le révérend Peter Wills de Marleycombe. Nous vous remercions pour vos prières. Bien sûr, personne ne dit mot, mais chacun dit tout. Au déjeuner du dimanche, les théories allaient en bon train, allant des crises de larmes à un appel secret à la mission à Nairobi. L'une des suggestions les plus poétiques vint de Madame Cribben, au salon de thé, qui déclara solennellement « Son âme est trop pleine pour parler ». Miss Marple, cependant, n'avait pas de temps pour la poésie lorsque les faits étaient en mouvement. Lundi matin, elle demanda une visite discrète au presbytère. C'est Beryl Hartington qui suggéra l'heure.
Allez-y à 10 heures précises, Jane. C'est l'heure à laquelle il prépare son thé du matin. C'est une habitude, même maintenant. Miss Marple emporta une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une copie de la lettre que Marjorie avait envoyée à Drusilla Pike. L'original avait été remis à l'inspecteur Rudge, mais Miss Marple l'avait recopié de sa délicate écriture. Elle soupçonnait que les mots auraient de plus de poids s'ils provenaient d'une écriture familière. Elle fut accueillie par une femme de chambre, une jeune fille d'environ 16 ans, au visage rose et aux doigts tremblants. Le vicaire était dans son bureau, dit-elle, et pas très accueillant. Miss Marple hocha gentiment la tête. « Je ne le suis jamais, ma chère, mais nous faisons ce qu'il faut. » Elle trouva le révérend Somerton assis dans son fauteuil près du feu, une tasse de thé froide à côté de lui, son regard fixé non pas sur les écritures ou la prière, mais sur le mur, vide, floral, effané. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle entra. « Miss Marple, dit-il, tu m'attendais ? » « J'attendais quelqu'un. » Elle prit le fauteuil en face de lui. « J'ai pensé que vous aimeriez connaître la vérité. À propos de votre femme. » Ses mains ne bougeaient pas, mais sa bouche si. Un pincement des lèvres, une légère traction au coin. « Éléanore me l'a dit, » dit-il. Et puis l'inspecteur Rudge. Et puis, bien sûr, l'évêque. J'imagine que tout le village suivra bientôt. Il n'y a pas eu d'annonce officielle. Il rit un instant. À Rose Hill, un scandale non dit est une chanson plus forte que n'importe quel cœur. Miss Marple resta silencieuse un instant. Elle ne voulait pas tuer Marjorie. Elle ne voulait pas la pousser, tu veux dire? Oui. C'est comme ça qu'on va appeler ça, alors? Une poussée? Sa voix était maintenant sèche, amère, comme déplacer une tasse de thé. Un faux pas. La culpabilité ne s'atténue pas avec la colère, révérend, dit-elle calmement. Et le pardon ne s'obtient pas non plus avec le silence. Il la regarda alors, vraiment. Ses yeux étaient gris, usés, creux. Elle m'a demandé pardon, a-t-il dit, avant l'arrivée de l'inspecteur. Elle était assise là, sur cette même chaise, et elle pleurait. Je ne l'avais pas vue pleurer depuis 20 ans. Lui as-tu pardonné? Il n'a pas répondu immédiatement. Je lui ai dit que j'essaierais. Mais au fond de moi, je me sentais vide.